Bonjour à tous, voici le réenregistrement de la conférence sur les Indo-Européens. En effet, la conférence donnée sur le Discord du Cercle Occident souffrant de problèmes techniques, j'ai décidé de réenregistrer ma voix et d'apporter de nouvelles diapositives, de nouvelles images et d'améliorer mon texte afin de rendre cette conférence plus digeste, plus fluide, quoique vous allez le voir, c'est encore très dense. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous invite à partager cette vidéo à vos cercles, à vos amis, et je vous invite à laisser un commentaire et un pouce bleu. Bonne conférence à tous. Les Indo-Européens. Tel est le titre de la première grosse conférence de cette rentrée scolaire. Ce titre est à la fois désarmant de simplicité et d'une effrayante complexité. Pourquoi ce sujet? Pourquoi le traiter aujourd'hui? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, à l'occasion de la sortie de l'ouvrage Les Indo-Européens d'Henri Levavasseur dans la collection Longue Mémoire de l'Institut Iliade, je me suis replongé dans l'histoire passionnante de nos ancêtres, et ma volonté de vous présenter succinctement cette histoire n'en a été que démultipliée. Ensuite, bien que relativement silencieuse hors des milieux spécialisés, la recherche en études indo-européennes progresse encore de nos jours, grâce notamment aux recherches en génomique publiées régulièrement sur les revues scientifiques. Il était désormais clair pour moi que cette conférence ne faisait plus de doute, tant les dernières recherches étaient passionnantes pour tous les amoureux des études indo-européennes. Enfin, comme vous le savez sans doute, le Cercle Occident s'intéresse à notre longue mémoire commune, lectrice de mythes, de rites et de symboles, parfois perdus à jamais, mais parfois transformés par le christianisme, et parfois encore bien vivants dans nos traditions régionales. En étudiant les Indo-Européens, je crois profondément qu'en réalité on s'étudie soi-même, et j'espère que cette conférence vous ouvrira les yeux autant que la découverte des Indo-Européens m'a ouvert tout un pan de la grande histoire des Européens. Avant de commencer, je tiens à signaler 2-3 petites choses. Certains faits énoncés ici servent le récit et ne correspondent donc pas à la réalité historique. Je vous invite à consulter les sources disponibles dans la description de cette vidéo. Et pour toute question et toute remarque, je vous invite à les poser soit dans la description de cette vidéo, soit directement sur le Discord. Bonne conférence à vous. Tandis qu'en Mésopotamie apparaissaient l'écriture et les premiers systèmes de langage aujourd'hui documentés, akkadiens, babyloniens, sumériens et élamites, en Anatolie, vers la fin du 3e millénaire, des marchands assyriens firent état d'une rencontre avec une langue et un peuple qu'ils n'avaient jamais rencontré, le hittite. Apparaissant timidement, puis croissant subitement au début du 2e millénaire, l'Anatolie et le croissant fertile se retrouvèrent soudain face à des conquérants déterminés et montés sur des chevaux tirés par des chars. Hittites, puis Hourites et Kassites imposèrent leur royaume, et pour certains leur empire, au peuple conquis. Il s'agit ici de la première conquête documentée d'Indo-Européens, de la première langue documentée indo-européenne et donc de l'entrée des Indo-Européens dans l'histoire de l'Europe et du monde. Pourquoi, pourtant similaires sur plein d'aspects, certains semblaient venir des Balkans tandis que d'autres des hauts plateaux iraniens? Et surtout, pourquoi ces peuples parlaient-ils la même langue? D'où venaient-ils? Qu'avaient-ils réellement en commun? Il est certain qu'à partir de la seconde moitié du 4e millénaire s'est produit le début d'un bouleversement européen qui subsiste encore aujourd'hui. Des groupes de population parlant une langue similaire ont alors essaimé, non seulement aux quatre coins de l'Europe, mais à travers l'ensemble de l'Eurasie jusqu'aux confins de la Chine. D'où venaient-ils? Qu'étaient-ils? Qu'ont-ils laissé comme traces matérielles et immatérielles? C'est ce à quoi nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Cette conférence est dédiée à la mémoire de Jean Audry, décédé le 23 mai 2023, à 6 jours de ses 89 ans. Tout commence par une observation. Platon notait que les Phrygiens, une peuplade indo-européenne, Platon ne le savait pas encore, nommaient le feu comme les Grecs. Son rapprochement était pertinent, mais son interprétation l'était moins. Pour lui, il expliqua ces ressemblances par un emprunt du grec au phrygien. Plus tard, à partir du 1er siècle, de nombreux rhéteurs grecs installés à Rome remarquèrent la proximité de certains mots latins et grecs. Leur théorie était que des Grecs s'étaient installés sur le site de la ville de Rome bien avant sa fondation, et donc, d'où les ressemblances. Encore une fois, faute de connaissances scientifiques suffisantes, l'interprétation était erronée. Mais les bases du comparatisme linguistique, très important pour la recherche indo-européenne, étaient doucement en marche.
Bien plus tard, un jésuite anglais du nom de Thomas Stephens, installé en Inde, remarqua dans une lettre datée du 24 octobre 1583 la similitude entre la structure de certaines langues indiennes et le latin ou le grec. D'autres religieux ou commerçants remarquèrent la même chose entre le sanskrit et l'italien, ou entre les langues iraniennes et germaniques. Commencèrent alors les premières ébauches d'une recherche en indo-européanisme. Mais c'est au Britannique William Jones que l'on doit le franchissement de la première étape vers l'essor de la grammaire comparée, mais surtout de la mythologie et de la religion comparée. Dans une conférence du 2 février 1786 prononcée à Calcutta, Jones affirme la parenté linguistique entre les racines verbales et les formes grammaticales du sanskrit, du latin, du grec, du vieil iranien, du gothique et du celtique. Jones affirme que ces similitudes ne peuvent être le fruit du hasard. Comment des langues, aussi séparées par le temps et l'espace, pouvaient-elles présenter des caractéristiques aussi similaires ? Il ajoute que la seule réponse possible est que toutes ces langues, ou ces groupes de langues, appartenaient jadis à une même langue mère. Il souligne par ailleurs les mythes communs entre la religion indienne et les religions grecques et romaines. Il est, au sens plein du mot, précurseur des chercheurs en mythologie comparée, qui viendront après d'ailleurs, dont le plus connu pour nous est Georges Dumézil. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Le nom d'indo-européen apparaît pour la première fois en 1813 dans la revue britannique Quarterly Review. Son auteur, aujourd'hui identifié comme étant Thomas Young, est un médecin et physicien nord-américain. Rien ne dit qu'il soit l'inventeur du terme, mais ce mot n'a pas été retrouvé avant, même si le terme indo-germanique apparaissait 3 ans avant sous la plume d'un Français, fondateur de la Société de géographie de Paris. À partir de 1886, les travaux de ceux que l'on nomme les néogrammairiens, dont les plus éminents représentants furent Karl Bruckmann et Bertolt Delbrück, permirent de démontrer la régularité des phénomènes de changement phonétique dans l'évolution des langues, donnant ainsi naissance à la linguistique indo-européenne. Le XIXe siècle est aussi le siècle du développement de l'anthropologie physique, à savoir le classement des êtres humains en différentes espèces grâce à la mensuration des os, du crâne, de la couleur de la peau, des yeux, de la taille du nez, etc. Cette anthropologie physique en elle-même n'est pas raciste. Elle ne le devient que pour autant qu'elle hiérarchise ensuite ces différences qu'elle a distinguées chez les groupes humains. Cette anthropologie physique, puis raciale, intervient à un point nommé pour donner une base scientifique à des idées floues qui, chez certains chercheurs allemands, commencent à associer les Indo-Européens aux Germains, aux Nordiques, bref à un groupe arien qui serait naturellement supérieur aux autres races humaines. Notons qu'à l'époque, l'immense majorité des savants en indo-européanisme associe l'origine du foyer indo-européen à l'Inde et au sanskrit, la première langue indo-européenne. Cette idée de Germanie, d'Allemagne comme foyer originel s'est développée peu à peu sous l'influence de chercheurs comme Robert Edward Leighton Buller, mais surtout de Theodor Poche qui associe le foyer originel des Nordiques aux marais de l'Ukraine occidentale. Cette thèse prend avec une étonnante rapidité et en 1880 on affirme l'origine européenne et le caractère racial nordique de ces Indo-Germanen. Les Nordiques sont germains, donc les Ariens sont originaires d'Europe du Nord, c'est QFD. L'initiateur de cette démarche est aussi le fameux comte Joseph Arthur de Gobineau. Son livre « Essai sur l'inégalité des races humaines », paru en 1853-1855, résume les dernières recherches en anthropologie raciale et tente de systématiser l'idée d'une supériorité des Blancs sur les Noirs. Gobineau, par son érudition et sa connaissance du dossier indo-européen, marquera profondément ses contemporains. Je précise qu'il n'est pas le fondateur du nazisme ou de quelconque racisme exterminationniste. Ses propos ne sont pas violents, mais alimenteront toute une théorie raciale que vous connaissez bien. Son ouvrage aura bien évidemment le plus de succès au sein du nationalisme allemand. Poursuivons. La première moitié du XXe siècle est marquée par 2 noms qui vont apporter beaucoup à la recherche indo-européenne, le François Antoine Meillet et l'allemand Hermann Hirt. Meillet publie d'abord un abrégé de grammaire comparée des langues indo-européennes, puis une introduction à l'étude des langues indo-européennes qui connaîtra 7 rééditions jusqu'en 1937. Hirt, quant à lui, entreprend de publier une monumentale Indo-Germanische Grammatik en 7 volumes de 1921 à 1937. La découverte d'Atoucha et de la langue hittite par les archéologues allemands au début du XXe siècle apportèrent de nombreuses nouvelles questions sur la diffusion de la langue indo-européenne. Ajoutez à cela la découverte de la langue tokharienne A et B au Turkestan oriental. Tout cela va modifier en profondeur les conceptions relatives à la diffusion des langues indo-européennes dans l'espace et dans le temps. Ainsi, on observe dans le groupe anatolien des idiomes très anciens disparus dans la plupart des langues indo-européennes postérieures. Cet archaïsme s'expliquerait par le fait que les langues anatoliennes se seraient séparées les premières du tronc commun à une époque très ancienne.
Au fur et à mesure de la recherche en linguistique, en mythologie comparée et en archéologie, et même en paléogénétique et en génétique plus tard, l'existence d'une langue mère ne fait désormais plus aucun doute. Celle-ci s'est alors fragmentée au cours de son expansion, et donc chaque rameau linguistique a suivi son expansion propre. Mais par son caractère génétique, l'indo-européen se distingue des familles de langues ayant longtemps voisiné sans nécessairement posséder une origine commune. Je pense à la famille ouralo-altaïque par exemple. Nous avons donc rapidement étudié l'origine des études en indo-européanisme et admis l'existence d'une langue mère à la plupart des langues parlées aujourd'hui en Europe, en Inde et en Iran. Cela suppose maintenant d'évoquer le peuple qui parlait cette langue, car bien évidemment, aucune langue ne se diffuse par magie. La langue indo-européenne était donc accompagnée d'un ou plusieurs peuples assez soudés pour en assurer la diffusion dans l'espace. Les acquis de la grammaire comparée que nous avons rapidement étudiés permettent d'attribuer aux locuteurs de l'indo-européen reconstruit une connaissance des végétaux, des objets et de certaines notions que l'on retrouve chez les idiomes apparentés. Concernant l'auto-ethnonyme de ce peuple, nous ignorons le nom qu'il se donnait, même si certains spécialistes, comme Bernard Sergent, pensent que l'auto-ethnonyme Arya, présent en Inde et en Iran, pourrait dériver d'un terme indo-européen commun. Cependant, la grammaire comparée seule n'est absolument pas suffisante pour reconstituer le peuple indo-européen. Il faut au minimum la vérifier au moyen de l'archéologie, et d'une science relativement nouvelle et précise, la génétique. Nous y reviendrons très largement. Les chercheurs ont donc déterminé que le centre de divergence des Indo-Européens apparaît en Europe, ou proche de l'Europe, dans une zone assez vaste allant du Rhin à la mer d'Aral. Reste à trouver précisément le foyer originel associé à une culture et à un peuple. Au néolithique, cette vaste zone est le foyer de grandes cultures aux racines différentes. Par exemple, la culture danubienne, plus connue sous le nom de culture rubanée, qui prend sa source au 7e millénaire dans les Balkans et qui est responsable de la néolithisation de l'Europe. Une autre culture apparaît au 5e millénaire. Elle se distingue par son type de tombe, dont le point commun est d'être coiffée d'un tumulus que les pays de la région nomment kurgan, mot turco-tatar. La grande majorité des spécialistes associent cette culture des kurganes aux proto-indo-européens. Les arguments allant dans ce sens sont corroborés par l'archéologie, la linguistique et la génétique. Ils sont donc décisifs. La linguistique comparée montre que les Indo-Européens se séparèrent lorsque commençait le chalcolithique, 4e, 5e millénaire à peu près. Il n'est pas possible qu'ils aient alors constitué deux cultures différentes et d'origines distinctes se séparant, comme le sont par exemple la culture danubienne et celle des kurganes. Il s'agit donc forcément d'une seule et même culture. Cela est corroboré par le fait que seule la civilisation steppique des kurganes présente des traits autant en harmonie avec la culture proto-indo-européenne reconstituable, notamment dans l'utilisation du cheval, des chars, des armes et de la dominance masculine. Ensuite, la diffusion vers l'Asie et l'Europe montre bien la diffusion d'éléments culturels issus des steppes vers l'Europe centrale, nordique et méditerranéenne. Très souvent, ces apparitions coïncident avec la destruction de la culture locale antérieure. Cela est un trait caractéristique de l'indo-européanisation. Les hommes des kurganes ont conquis et ont imposé leur langue, jamais l'inverse ne s'est produit. On sait par ailleurs que la domestication du cheval a eu lieu dans la zone des steppes à partir du 4e millénaire avant notre ère, et dans les sépultures retrouvées, on a remarqué que ce peuple des kurganes pratiquait l'équitation. La domestication du cheval a permis à ce peuple de rapidement étendre sa zone d'influence. Le vocabulaire traduit la pratique d'une économie agro-pastorale, avec une nette prédominance de l'élevage. Ajoutons à cela un vocabulaire lié à la pratique sociale et à la guerre, et l'on peut solidement affirmer que l'on retrouve toutes ces caractéristiques dans les steppes pontiques, au sein de la culture Yamnaya en russe, ou culture des tombes à fosses. En effet, la culture Yamnaya, qui s'étend de 3600 à 2300 avant Jésus-Christ, fait office de candidate solide pour le foyer originel des proto-indo-européens. La culture des kurganes, d'où est issue la culture Yamnaya, connaîtra 4 phases évolutives, que l'on nomme Kurgan 1 à 4. La phase 4, au 3e millénaire, est celle de la culture Yamna et d'une série de cultures apparentées dont la plus connue est la culture de la céramique cordée vers 2600 avant notre ère. Elle est marquée par la richesse des gens des steppes et l'expansion géographique. Le tumulus évolue et la chambre mortuaire se retrouve entourée de pierres ou de bois et devient plus imposant. Ce type de tombe va alors se diffuser et évoluer. On retrouve ce type de tombe chez les Celtes jusqu'au premier temps de l'Empire romain. Chez les Mycéniens, les tombes souterraines comprenaient souvent, comme les kurganes, à la fois un tumulus et une stèle indicative. Chez les Hittites, les plus anciennes tombes ont de nombreux traits des kurganes. Les Phrygiens aussi ont de grands tumuli, les Macédoniens avaient des tumuli qui ont livré des trésors.
Je peux citer aussi les Thraces, les Illyriens jusqu'au Haut Moyen-Âge, les Scythes, les Vénètes et autres Italiques, les Germains, les Slaves, Lituaniens et autres Baltes, et même dans les phases les plus archaïques de la civilisation indienne. On voit que via l'étude des sépultures, la civilisation et les hommes des Kourganes ont abondamment répandu leur mode de vie en Europe. L'uniformisation culturelle et génétique est sans précédent. Sur la génétique, une étude parue en avril 2024 révèle sur les squelettes de la culture Yamna 3 ascendances ancestrales, ou clean génétiques. Tout d'abord, le clean Caucase Basse-Volga, nommé CLV, provenant d'un mélange de chasseurs-cueilleurs du Caucase et de la Basse-Volga. Ensuite, le clean de la Volga, formé par le mélange des populations CLV et de chasseurs-cueilleurs d'Europe orientale. Et enfin, le clean du Dniepr, issu du mélange des CLV avec des chasseurs-cueilleurs ukrainiens, à l'origine des Yamnaya. Au sein de l'Europe actuelle, le flux continu des steppes a eu un effet cumulatif sur le pool génétique européen. Aujourd'hui, plus de la moitié des hommes européens modernes portent un chromosome Y descendant dans la variété de R1A ou R1B de la steppe au début de l'âge de bronze. R1B étant prédominant en Europe occidentale, tandis que R1A est plus répandu en Europe centrale et orientale. Tous les peuples indo-européens connus sont de race blanche et de types divers, mais surtout europoïdes. Au début du néolithique, les analyses montrent que la population européenne se répartit en 2 vastes ensembles principaux. La occidentale, de l'Atlantique à l'Ukraine de l'Ouest, formée de populations graciles, moyennes ou grandes, avec des doliocrânes, tandis que l'autre population est orientale, formée d'hommes robustes, grands, mésocrânes, dont les traits rappellent le type défini naguère comme étant l'homme de Cro-Magnon. Il se subdivise lui-même en 2 groupes en Europe, l'un très chromagnoïde, l'autre issu des Kourganes, mésocéphales, mésomorphes à orbite basse, c'est-à-dire des chromagnoïdes atténués. C'est le type couramment défini comme paléo-europoïde. Il s'observe dans les cultures d'Afanassievo et d'Andronovo. Ce type se répand en Europe et tend à remplacer ou à se mêler au type ancien. Il se produit une brachycéphalisation rapide au néolithique qui a été concomitante au processus de gracilisation qui se produisait dans la vieille Europe. L'apport humain des gens des steppes se retrouve aujourd'hui génétiquement en Europe, mais assez peu phénotypiquement. Bien qu'ils n'existent plus en tant que peuple unifié, les Indo-Européens ont laissé une empreinte indélébile sur l'Eurasie. Concernant l'auto-ethnonyme des Indo-Européens, il convient de revenir rapidement sur l'hypothèse aryenne. Arya, en védique, désignait les premiers habitants indo-européens de l'Inde et de l'Iran, et au-delà, toutes les tribus scythes. La théorie du mot Arya comme auto-ethnonyme de tout le groupe indo-européen est légitime et mérite réflexion. Si ce mot n'apparaît pas dans le reste du groupe indo-européen, il faut cependant noter qu'il apparaît aussi comme un théonyme en Inde sous les traits du dieu Aryaman, Eryaman en Iran, et proche de Mitra. Or, la légende irlandaise connaît un héros, Erémon, dont le nom, sans étymologie celtique apparente, se rapproche correctement de celui d'Aryaman. Dans le Lebor Gabála, un livre irlandais qui parle des invasions mythiques de l'Irlande, la dernière invasion est menée par les fils de Mil, qui sont les ancêtres des Irlandais historiques. Ils sont alors dirigés par 3 frères, dont Erémon. Bien qu'il y ait peu d'informations traditionnelles sur Erémon, il y a des similitudes avec Aryaman. Certains chercheurs ont en effet montré que les descendants d'Erémon et de son frère Eber incluent des rois qui ont restauré l'unité et la prospérité de l'Irlande, agissant comme des sages et des législateurs similaires aux rois de type Mitra, associés à la justice et à la paix dans la tradition indo-européenne. A l'inverse, Eber, le chef de la migration, choisit de jurer par les dieux et de s'appuyer sur la force de ses guerriers plutôt que de respecter Eriu, la déesse personnifiant l'Irlande. Cela rappelle la figure de Varuna, divinité indo-européenne liée à la guerre et à l'autre monde, qui se détache des préoccupations de la 3e fonction, la prospérité et l'économie. Le parallèle entre Eber et Varuna, ainsi qu'Erémon et Mitra, remplacés ici par Aryaman, renforce l'idée d'une relation entre les mythes de l'extrême ouest et de l'extrême est du monde indo-européen. Ce que j'ai dit ne prouve pas que les ancêtres des Irlandais ou de tout autre peuple européen ne se soient jamais identifiés comme Arya ou Aryens. Cependant, cela suggère quelque chose d'intéressant. Si les anciens Aryas ont transmis le nom de leur divinité nationale à d'autres peuples indo-européens, ce que l'Irlande, comme souvent, semble être le seul exemple, cela signifie qu'ils se sont déjà appelés Aryas au moment de la dispersion des peuples indo-européens. En résumé, cela révèle l'existence d'un groupe ethnique indo-européen remontant au moins au 4e millénaire avant notre ère. Rapidement, nous allons dresser l'origine de quelques peuples indo-européens. Chacun des peuples évoqués mériterait une conférence à part entière, bien évidemment. Vous vous excuserez donc la rapidité du propos. Nous allons évoquer l'origine des Germains, des Grecs et des Celtes. Les Germains.
Jusqu'à la fin du 4e millénaire, sur les rives de la Baltique et de la mer du Nord, se trouve une culture ancienne imprégnée d'éléments du Mésolithique. Puis, entre 3500 et 3000 avant notre ère, cette culture évolue grâce à l'apport d'un savoir technique venu de colons étrangers. Cette culture nordique évoluera ensuite rapidement pour donner naissance à la fameuse culture de la céramique cordée indo-européenne. De cela émergera, à la fin du 1er millénaire, les premiers balbutiements de la culture germanique. Selon l'archéologie allemande et scandinave, à partir de l'âge du bronze danois, 1800-500 avant Jésus-Christ, des cultures du sud de la Scandinavie se sont progressivement répandues vers le sud dans la plaine européenne. Au début de l'âge du fer, vers 500 avant Jésus-Christ, elles ont atteint les franges du monde celtique, donc le Rhin inférieur, la Thuringe et la Basse-Silésie. La culture de Jastorf, sud du Danemark et nord de l'Allemagne, est souvent considérée comme le berceau des peuples germaniques, bien que son étendue ne corresponde pas forcément à des frontières linguistiques. Les Grecs. Le foyer le plus ancien d'où les porteurs des dialectes grecs se sont répandus dans toute la péninsule est une région située entre l'actuelle Grèce et Albanie, que nous appelons les Pires. C'est de là que par petits groupes ils arrivèrent sur les îles ioniennes, puis vers la Thessalie, la Grèce centrale, le Péloponnèse dès les derniers siècles du 3e millénaire. Ils arrivèrent, dans la seconde moitié du 2e millénaire, dans les îles Égéennes et sur la côte anatolienne. Si on cherche des traces plus anciennes, il faut se tourner vers l'étude des tombes. C'est au sein de la culture des Kourganes II des 4e millénaire et des 3e millénaire, et plus précisément au sein de la culture du Satovo, située dans la région d'Odessa, que l'on retrouve des traits qui caractériseront plus de 1000 ans plus tard les premières cultures helléniques, à savoir un habitat fortifié sur acropole associé à des tumulus funéraires entourés de dalles gravées de figures humaines et animales, comme à Mycène d'ailleurs. Les tombes sont intérieurement revêtues de pierre et parfois surmontées d'une coupole de pierre, ce qui sera aussi le cas dans la Grèce de l'âge du bronze moyen. Les Celtes. En ce qui concerne les Celtes, la culture de l'Athènes, qui s'est développée en Europe entre environ 450 et 25 avant Jésus-Christ, est considérée comme l'apogée de la culture celtique. Elle a succédé à la culture de Hallstatt, de 1200 à 500 avant Jésus-Christ, et s'est terminée avec la conquête romaine de la Gaule et les migrations germaniques vers le sud de l'Allemagne actuelle. En conséquence, il est possible de remonter l'implantation celtique en repérant dans les cultures archéologiques des éléments lathéniens, donc issus de la culture de l'Athènes. On s'accorde, depuis le 19e siècle environ, de voir en la culture de Hallstatt en Europe centrale la première culture à présenter des caractéristiques pleinement celtiques. La culture de Hallstatt est un prolongement de la culture dite des champs d'urnes, laquelle est enfin aussi un prolongement de la culture des Kourganes au 2e millénaire. Je souligne ici que plus l'on remonte archéologiquement dans l'Antiquité, moins il est facile d'associer une culture à un unique peuple. Si effectivement la culture des tumuli semble celtique, celle d'Unetis, connue en Bohême-Moravie, Autriche, Silésie et Allemagne, qui présente pourtant des caractères pré-celtiques, ne l'est pas uniquement. Les peuples de cette culture se répartirent dans les Alpes, et ce sont eux à qui l'on doit une partie des gravures dans la vallée des Merveilles, dans les Alpes-Maritimes. La famille indo-européenne comprend beaucoup de langues, que l'on classe dans des familles et des sous-familles. La famille des langues indo-européennes comprend habituellement 8 branches principales vivantes et 2 branches majeures éteintes. Les branches vivantes sont les suivantes: l'albanais, l'arménien, les langues baltoslaves, qui incluent des langues comme le russe, le polonais et le lituanien, les langues celtiques telles que l'irlandais, le gallois et le breton, les langues germaniques comme l'anglais, l'allemand et le néerlandais, les langues helléniques dont le grec moderne est l'exemple le plus connu, les langues indo-iraniennes qui comprennent des langues comme le hindi, le persan et le bengali, et les langues romanes ou italiques dérivées du latin telles que le français, l'espagnol et l'italien. Outre ces branches vivantes, la famille indo-européenne compte également 2 branches majeures éteintes: les langues anatoliennes, parlées autrefois en Anatolie, dans l'actuelle Turquie, et les langues tokhariennes, qui étaient autrefois parlées dans la région de l'Asie centrale jusqu'en Chine. Pour les besoins de la conférence, nous n'allons pas évoquer la genèse de toutes les langues indo-européennes, mais seulement quelques-unes ainsi que leurs peuples associés. Nous subdiviserons les langues indo-européennes en 3 groupes: le groupe du nord-est, le groupe du sud-est et le groupe anatolien. Le groupe du nord-ouest comprend la superfamille italo-celtique, la famille germanique, la superfamille balto-slave, l'albanais et les langues tokhariennes. L'existence d'un important vocabulaire commun entre le latin principalement et les langues celtiques a été remarquée dès le milieu du XIXe siècle, si bien que l'on parle d'une langue italo-celtique commune, hypothétique, qui aurait été parlée en Europe centrale avant le 1er millénaire. Mais des travaux continuent d'être menés sur la question, et rien n'est encore tranché.
Il est peut-être aussi possible qu'un contact linguistique en raison d'une proximité ou bien d'une zone de chevauchement du celtique commun et de l'italique commun pendant une période prolongée aurait favorisé le développement parallèle de ce qui était déjà des langues bien distinctes. Le rameau celtique s'est développé en Europe centrale à partir de la culture de Hallstatt. J'en ai déjà parlé lorsque j'ai évoqué les Celtes. Ce rameau s'est ensuite étendu à la culture de l'Athènes, puis vers les îles britanniques, la région entre le Rhin et la Seine, la Gaule cisalpine et transalpine, la péninsule ibérique, la Pannonie et l'Anatolie. Cette famille de langues comprend un rameau continental, comme le gaulois, le celtibère, parlé en Espagne et aujourd'hui éteinte, ou le galate, parlé en Anatolie, aujourd'hui la Turquie, et un rameau insulaire comprenant des langues comme les langues britanniques, l'irlandais, l'écossais et le breton. Le rameau italique, quant à lui, s'est aussi développé en Europe centrale, puis a migré vers le sud, se mêlant dans d'autres substrats locaux, indo-européens ou non. Les premières attestations du latin remontent au IVe siècle avant notre ère. La famille italique est divisée entre les langues sabelliques et le groupe latino-falisque, dont est issu le latin. Du latin naîtront les langues romanes, elles-mêmes subdivisées en plusieurs sous-branches. Le français se situe dans l'embranchement suivant: langue indo-européenne, langue italique, langue latino-falisque, latin, latin vulgaire, langue romane occidentale, langue gallo-romane, langue d'oïl, français. Les langues romanes sont aujourd'hui parlées par des centaines de millions de personnes à travers le monde. Quant aux germains, les premières mentions d'une langue germanique sont fournies par des inscriptions runiques remontant au IIe siècle avant notre ère. Cette famille de langues s'est progressivement divisée en trois ensembles principaux: occidentale, composée de l'allemand, de l'anglais et du néerlandais; nordique, avec les langues scandinaves, et orientale, aujourd'hui éteint, et jadis représenté par le gothique. Ce groupe comprend les langues helléniques, l'arménien et les langues indo-aryennes. Le grec ancien. Le grec ancien, dont les inscriptions en linéaire B sur les sites de Mycène, à peu près 2e millénaire, constituent l'attestation la plus ancienne, forme un rameau à part entière au sein de la famille indo-européenne. On peut aussi citer comme rameau à part entière l'albanais, qui semble toutefois être rattaché à une famille aujourd'hui éteinte, les langues paléo-balkaniques. L'Arménie. Le nom d'Arménie apparaît dans les inscriptions perses de Darios au IVe siècle avant Jésus-Christ et peu après en grec. Le pays qu'ils occupèrent, dans le sud du Caucase, était auparavant celui du peuple des Aldes, non indo-européens, et qui avait fondé le royaume d'Urartu. C'est pour cela que l'on retrouve dans l'arménien des mots non indo-européens, comme des noms d'animaux, de plantes ou d'institutions. Les Arméniens furent aussi influencés par la domination iranienne des Parthes dans les derniers siècles avant notre ère. L'arménien pourrait être rattaché initialement au supergroupe balto-balkanique qui comprend notamment l'albanais et le thrace. Puis il s'est séparé de ce groupe et s'est rapproché du groupe helléno-phrygien, avant de muter encore lors de son arrivée dans le Caucase sous l'influence des langues de la région. Pourvu d'un alphabet original dès le 5e siècle de notre ère, l'arménien constitue un groupe à part entière dans la famille indo-européenne. Prenons un peu plus de temps et évoquons enfin les langues indo-aryennes de la famille dite Arya. Cette famille de langues comprend les langues indo-iraniennes, qu'on est en droit d'appeler les langues aryennes, puisque les anciens Iraniens et Indiens s'autodénommaient ainsi. Il y a 2500 ans, les Aryens étaient répartis sur une surface immense. Ils s'étendaient du Bengale au Danube et de la mer Égée aux confins de la Mongolie. Leur histoire est si grande, si vaste et si riche, si importante pour nous Européens, que j'en ferai un jour une vidéo à part entière, très complète, très riche, très romancée, qui risque de vous plaire. Je vous en dis pas plus. Poursuivons. Les parlers irano-aryens sont innombrables. Notons d'abord dans l'Antiquité le vieux perse, langue officielle de l'empire achéménide, connue par les inscriptions rupestres de Darios et de Xerxès. Cette langue est mêlée d'éléments de la langue des Mèdes, dont l'empire avait précédé celui des Perses. Vient ensuite l'avestique, langue de l'Avesta, très archaïque, conservée par les Zoroastriens. Cette langue n'a été écrite qu'à l'époque de l'Empire romain, alors que la Perse était sous domination sassanide. Il existe aussi tout un tas de dialectes parlés par les Scythes et les peuples apparentés, Sas, Sarmates, Massagètes, Alains, Parthes, mais par les Mèdes aussi, et par des peuples en contact avec des Aryens. Ainsi, les Scythes diffusèrent les langues iraniennes dans une vaste zone à travers toute l'Europe orientale d'un côté et jusqu'aux frontières de la Chine de l'autre. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous renvoie à ma conférence et au message épinglé dans le Salon des études indo-européennes qui liste les ouvrages de référence sur les Scythes et les peuples iraniens. De l'Antiquité, passons à la basse Antiquité et au Moyen-Âge. On retrouve des langues du Moyen iranien comme le sogdien, le khotanais et le chorasmien. Le sogdien a été une grande langue de communication en Asie centrale, autour de la route de la soie, dans les siècles précédant l'an 1000.
il a un descendant actuel, le Yagnobi, parlé dans une seule vallée du Pamir par un peuple curieusement resté très europoïde par rapport à la région. Enfin, le moyen perse, qui est le descendant du vieux perse. Il est connu au Moyen-Âge grâce aux textes mazdéens et manichéens et des inscriptions sassanides. De nos jours en Iran et dans la région afghane, il existe une poussière de dialectes qui sont des survivances de parler des peuples de l'Antiquité. Parlons maintenant des langues indiennes. La plus ancienne trace de langues indiennes vient de documents du Proche-Orient du 2e millénaire avant notre ère, qui montrent des éléments indiens mêlés d'une part au peuple des Hourites et d'autre part au peuple des Kassites. Dans l'empire du Mitanni, fondé par des Hourites, les membres de la dynastie royale portent des noms Hourites certes, mais aussi des noms indiens, tandis que chez les Kassites, la présence indienne se manifeste par des noms de dieux. Attention ici, une précision, ces Indiens ne venaient pas d'Inde. Les Indiens d'Inde et ces Indiens du Proche-Orient provenaient d'une région commune au nord de l'Iran en Asie centrale, d'où venaient également des éléments Hourites. Ces éléments indiens en Iran ont été submergés par les vagues iraniennes. La famille indienne comprend d'abord l'indien védique ou sanskrit védique, langue des Védas. Le sanskrit donnera naissance aux Prakrits, langue vulgaire comparable au latin vulgaire. Le sanskrit, travaillé et perfectionné, sera la langue des grands recueils que sont les Brahmanas, les Upanishads, les Sutras, les Sastras des célèbres épopées de Mahabharata et du Ramayana. De nos jours, les langues indiennes sont parlées par plus d'1 milliard d'individus. Dans les montagnes du Cachemire et de l'Hindu-Kush, on retrouve de nombreux dialectes que l'on nomme langues indo-dardiques. Ces langues ont échappé à l'histoire linguistique qui passe par le sanskrit et les Prakrits. Dans ce groupe dardique, il faut mettre à part, à l'ouest, dans les montagnes infinies de l'Hindu-Kush, les dialectes dits kafirs ou nouristani, dont on dit qu'ils sont l'intermédiaire entre l'indien et l'iranien. On retrouve jusqu'en France une trace des langues indiennes. Par exemple, en français ergotique, un surin, pour dire couteau, est apparenté par emprunt au tsigane, lui-même dérivé d'un mot hindi, churi, qui signifie aussi couteau. Le rameau le plus archaïque de la famille des langues indo-européennes, celui des langues anatoliennes, qui comprend également le hittite, se serait probablement séparé du tronc commun indo-européen un peu avant 4000 avant Jésus-Christ, donc avant l'apparition des véhicules à roues, qui étaient présents dans les steppes pontiques. La culture de Suvorovo, développée sur les rives occidentales de la mer Noire à la fin du 5e millénaire, pourrait représenter une étape intermédiaire dans cette migration. Bien que cette hypothèse ne puisse être confirmée avec certitude en raison du manque d'indices paléogénétiques provenant de l'Anatolie, elle semble plus plausible que le scénario anatolien. En outre, les langues des Hatti et des Hourites, qui ont longtemps dominé au centre et à l'est de l'Anatolie, sont attestées depuis une époque antérieure pour la langue des Hourites, ou quasiment contemporaine pour le Hatti à celle des Hittites. Cependant, ces langues ne sont pas indo-européennes, contrairement aux langues indo-européennes de la région, comme le louvite, le palaïte ou je viens de le dire, le hittite, qui représentent donc un ensemble linguistique d'origine non autochtone en Anatolie. Au moment où j'écrivais cette conférence, une nouvelle étude est parue dans la revue scientifique intitulée The Genetic History of the Southern Arc, a Bridge Between West Asia and Europe. Ce qui est intéressant pour nous dans cet article, c'est les nouvelles découvertes concernant la génétique des Hittites. L'article montre que les populations anatoliennes ne présentent pas d'ascendance notable de chasseurs-cueilleurs de l'Est, donc des Yamnaya, contrairement aux populations voisines des Balkans ou d'Arménie. Cette absence remet en question un lien direct entre les migrations des steppes et l'origine des langues anatoliennes. L'article propose alors deux hypothèses. La première postule qu'une population fortement influencée par les chasseurs-cueilleurs orientaux aurait eu un impact linguistique disproportionné sur l'Anatolie sans laisser de traces génétiques marquantes. La deuxième hypothèse suggère que les langues proto-indo-anatoliennes auraient été parlées par une population de l'Asie de l'Ouest ou du Caucase avec peu ou pas d'ascendance de chasseurs-cueilleurs de l'Est, expliquant ainsi la diversité linguistique anatolienne. Une première conclusion que l'on peut tirer de cet article est que les Anatoliens néolithiques dans l'actuelle Turquie descendraient à la fois de chasseurs-cueilleurs locaux et des populations orientales venues du Caucase, de la Mésopotamie et du Levant. Vers 4500 avant Jésus-Christ, ils devinrent plus homogènes génétiquement sous l'influence d'un apport d'ascendance orientale. Des langues anciennes, comme le Hatti ou l'Hourite, étaient probablement parlées par ces migrants et les populations locales. Contrairement aux steppes, l'Anatolie ne montre presque aucune trace génétique des Yamnaya, dont la moitié de l'ascendance provient d'Asie de l'Ouest, du Caucase et du Levant. Les Étrusques, peuple dont l'existence est attestée dès le 8e siècle avant notre ère, représentaient la civilisation la plus brillante de l'Italie avant l'avènement des Romains. Leur territoire, correspondant à l'actuelle Toscane, abritait une douzaine de cités qui ont livré des trésors artistiques éblouissants. Les Étrusques ont également laissé une documentation linguistique abondante,
et l'étrusque est connu grâce à plusieurs centaines de textes de diverses longueurs. Cependant, malgré des siècles de recherche et d'études, cette langue demeure largement incomprise. Ce n'est pas l'écriture qui pose problème, mais le fait qu'elle n'a aucun lien apparent avec les langues connues indo-européennes. Son vocabulaire ne correspond pas à celui de ces langues, et sa grammaire s'éloigne radicalement des langues italiques, celtiques ou grecques. Une étude, publiée le 24 septembre 2021 dans Science Advances, menée par plusieurs universités européennes, a analysé le génome de 82 individus ayant vécu en Italie entre 800 avant Jésus-Christ et 1000 après Jésus-Christ. Les résultats montrent que, malgré leur culture unique, les Étrusques sont génétiquement proches de leurs voisins italiques. Leur ascendance provient principalement de populations européennes, notamment de la culture campaniforme d'Europe centrale, et de populations de l'âge du fer du sud de l'Europe. L'étude révèle également une présence significative d'ascendance liée aux populations de la steppe pontique. Bien que la langue étrusque soit non indo-européenne, elle a survécu malgré une importante discontinuité génétique. Il n'y a pas de consensus sur le lien éventuel entre la langue étrusque et les langues indo-européennes. L'étrusque est une langue agglutinante, contrairement aux langues indo-européennes qui sont synthétiques. Certains linguistes notent des correspondances grammaticales et lexicales entre l'étrusque et les langues indo-européennes, comme la formation du génitif en S, l'ordre des mots ou certaines particules. Certains chercheurs suggèrent que l'étrusque pourrait être apparenté au lycien, une langue indo-européenne du groupe anatolien. D'autres pensent que l'étrusque pourrait être encore plus ancien, se rattachant à une superfamille linguistique comme l'eurasien. Cela expliquerait les nombreuses ressemblances qu'on a pu trouver à la langue étrusque avec soit certaines langues du pourtour de la mer Noire, par exemple, soit avec des langues définies comme non indo-européennes, telles que les langues finno-ougriennes ou le basque, cette dernière appartenant à une catégorie très ancienne du continent européen. L'hypothèse la plus simple est que les Étrusques étaient un peuple indigène non indo-européen, avec des contacts commerciaux dans le bassin méditerranéen. Ils se seraient ensuite mélangés génétiquement aux populations indo-européennes, tout en préservant leur langue, à la manière des Basques par exemple. Quant aux langues tokariennes et aux peuples apparentés, leur histoire est complexe. Il faudrait alors la traiter en une vidéo à part entière. Je vais donc tâcher de faire court. Au cours du 4e millénaire, on pense que du tronc commun proto-indo-européen se sont progressivement détachés les tokariens et leur langue, que l'on nomme tokarien A ou agnéen, et tokarien B, que l'on nomme koutchéen. C'est pour cela que vous verrez aussi les langues tokariennes appelées langues agno-koutchéennes ou agni-koutchi. Il y a autant de différences entre elles qu'entre l'italien et le roumain par exemple. La séparation des langues tokariennes a probablement eu lieu après l'introduction des véhicules à roues, puisque des termes relatifs à cette technologie sont présents dans le tokarien. Ce rameau linguistique unique est attesté par des documents datant du 5e au 6e siècle de notre ère, découverts dans le bassin du Tarim, dans le sud de l'actuel Xinjiang. Ces langues auraient été introduites dans la région par la culture dite d'Afanasievo, active entre 3300 et 2400 avant Jésus-Christ en Sibérie méridionale, au nord du Xinjiang. Le patrimoine génétique, les traces de domestication du cheval, l'utilisation de véhicules à roues, représentés d'ailleurs iconographiquement, et les pratiques funéraires grand Kourgan de cette culture d'Afanasievo, indiquent une ascendance venant des steppes pontiques, probablement liée à la culture de Répine, antérieure à la culture Yamna. Cependant, les analyses paléogénétiques ne montrent pas de lien direct entre la culture d'Afanasievo et les plus anciennes momies du Tarim, issues de la nécropole de Shaohe. Ces momies semblent appartenir à une population autochtone descendant des Nord-Eurasiens anciens, caractérisée par des traits europoïdes et une pigmentation claire. La culture matérielle de ces momies, datant de l'âge du bronze, montre l'influence de cultures d'Europe orientale, notamment dans le tissage et la métallurgie. Bien qu'il soit difficile de lier directement ces populations à une forme proto-tokarienne, il est possible que ce rameau linguistique ait été introduit par de petits groupes, laissant peu de traces. Des analyses paléogénétiques sur des individus du site de Shirenzigu, au nord-est du Xinjiang, et datant de l'âge du fer, montrent une ascendance steppique, soutenant l'idée d'une connexion avec les steppes. Nous reviendrons peut-être un jour sur ces fameux Ancient Nord-Eurasians, car leur importance dans l'histoire des migrations humaines en Europe et en Asie est fondamentale. L'étude des agno-koutchéens et des peuples europoïdes des régions aux alentours, comme les Kouchans ou les Huéchis, démontre une importante présence nomade europoïde dans l'ensemble de l'Asie centrale avant l'arrivée massive des nomades mongoloïdes et turciques. Cela laisse à supposer que les mélanges entre anciens nord-eurasiatiques et indo-européens ont contribué à faire, pendant quelques siècles, de l'ensemble de l'espace steppique eurasiatique un espace de race blanche. Les Indo-Européens concevaient leur société comme une immense famille,
répartis en groupes patrilinéaires reliés entre eux par des liens généalogiques dont chaque degré classificatoire de profondeur temporelle composait un degré social supérieur au précédent. Ce sujet est aussi à mettre en lien avec les fondations tripartites indo-européennes. Nous y reviendrons lorsque nous évoquerons la religion des Indo-Européens. Dans l'Athènes ancienne, les groupes de base, les guénés, se réunissaient en fratries, et celles-ci se classaient en 4 foulailles, ou tribus. Cette organisation se retrouve partout en Grèce et en pays d'Orient. L'ensemble forme, avant l'organisation de la police, un peuple, ou ethnos. Dans d'autres civilisations indo-européennes, nous retrouvons aussi cette conception hiérarchique de la société. Ainsi, en Iran, dans l'Avesta, il est fait mention de 4 niveaux d'intégration sociale: la famille, le village, le clan et le pays. Dans le Rig Veda, en Inde cette fois-ci, une trace d'un système homologue subsiste à travers un hymne. Le lien national est personnifié par Aryaman, le dieu des Aryens. Chez les Romains, les gentes patriciennes sont réunies en curiae, lesquelles se regroupent en 3 tribus dont l'ensemble formait, avant les réformes de Servius Tullius, le Populus Romanus. Des vestiges subsistent aussi chez d'autres peuples italiques, mais aussi chez les Celtes, les Germains, les Baltes et les Slaves. Ces 4 niveaux hiérarchiques de l'organisation sociale que l'on retrouve en Iran, en Inde, en Grèce et à Rome, semblent donc être issus du modèle originel commun. La famille indo-européenne constitue le socle de la cité et se révèle être d'une grande solidarité. On a loué l'importance de la famille dans de nombreuses sociétés indo-européennes. Elle est ainsi source de traditions historiques, de légendes et d'éléments juridiques. Penchons-nous sur la famille indo-européenne et étudions ses divers aspects. La famille se distingue par plusieurs facteurs: une notion de communauté agnatique, parentée par les mâles, patrie locale et exogame. La propriété collective de la terre et des troupeaux. Un habitat groupé formant un village ou un hameau. Un lieu de sépulture commun qui subsiste même dans les civilisations urbaines, comme à Rome ou à Athènes. Un chef ressemblant au pater familias romain, mais avec une fonction plus étendue. Des cultes, des fêtes communes. Une solidarité juridique, la pratique de la vendetta et des cojureurs, une coopération militaire entre les membres du clan et de la famille, une généalogie mythique commune, et enfin une unité sociale qui pose le groupe comme alter ego des groupes semblables et autorise avec ceux-ci des relations d'échange comme des mariages, une hostilité, des dons et des contre-dons. Vous observez ici que les termes de parenté cités désignent des situations sociales et non des relations biologiques. L'autorité familiale est ici une fonction d'ordre politique. C'est pourquoi la notion de ce père souverain a été concurrencée par une autre forme s'appliquant au père proche de l'enfant, géniteur et nourricier, que l'on nomme en indo-européen Ata, terme attesté en hittite, en latin, en grec, en gothique et en vieux slave. Il en est de même dans les noms de la mère. La terre-mère est l'épouse du ciel père. En Grèce, Déméter eut Corée Perséphone de Zeus pater. Le frère, frater, en grec désigne non les fils de mon père et de ma mère, mais les membres de ma fratrie. Le grec, le latin, l'iranien ont éprouvé le besoin de créer des termes nouveaux pour désigner le frère par le sang, phénomène identique pour le nom de la sœur. En résumé, sont donc phter tous les membres masculins de la famille de la génération du père réel. Les mater sont les épouses des précédents. Les brater sont tous leurs fils. Les suessors sont leurs filles. Les clans n'étant pas égaux, il est possible que les mariages se fassent en groupes sociaux de statuts différents. Si je marie ma fille dans une famille de niveau supérieur à la mienne, je pratique l'hypergamie. L'hypogamie dans le cas inverse. Ces pratiques hypergamiques sont attestées en Inde, en Germanie et au Pays de Galles. C'était encore celle de la noblesse ouest-européenne au XIIe siècle. Un trait original des formes sociales de l'Europe ancienne et traditionnelle est l'existence de la dot. Il s'agit d'une somme d'argent que la femme apporte avec elle lorsqu'elle se marie, quittant pourtant l'unité parentale de sa famille pour entrer dans une autre, et qui est naturellement fournie par la première. La dot est attestée dans la Rome ancienne et en Grèce, chez les Hittites, chez les Perses, chez les Celtes, les Germains et les anciens Slaves. La dot, et la relation d'alliance au sens politique qui accompagne l'alliance au sens matrimonial, introduisent un élément original, qui est une sorte de droit de regard des maternelles, les donneurs de femmes, sur les enfants issus du mariage, puisque par leurs dons, ils contribuent à leur éducation. Certains chercheurs y ont vu ici un ancien droit maternel chez les Indo-Européens, ou une filiation matrilinéaire qui aurait précédé la filiation patrilinéaire. Tout cela n'a aucun fondement. Les éléments de droit maternel dans le monde indo-européen proviennent des règles de l'échange asymétrique. Cependant, là où s'observe une authentique filiation matrilinéaire, du moins des indices s'y rapprochant, il n'est pas impossible que cela soit les restes du système social de la vieille Europe, dans laquelle les peuples indo-européens se sont répandus et dont ils auraient subi une influence très partielle. L'unité de base des Indo-Européens de l'Antiquité était la tribu, ce que les Grecs appelaient des ethnées, et les Latins des civitas.
Une tribu est une fédération de grandes familles qui se reconnaissent des traits communs la définissant. Ces grands traits sont un souverain ou un roi régnant sur la tribu, une organisation politique se manifestant dans des assemblées, soit d'hommes adultes, soit de guerriers uniquement, soit encore de chefs de famille, des fêtes et des sanctuaires communs, l'habitude répandue de délimiter la tribu vis-à-vis des voisines, soit par une zone neutre, inhabitée comme une forêt, une montagne, très souvent par un fleuve, un nom commun définissant clairement l'entité, et enfin, de manière plus ou moins volontaire, chaque tribu devait à une autre époque se définir également par une langue. Les noms des tribus indo-européennes révèlent des sortes de constantes qui démontrent l'unité profonde du monde indo-européen. On retrouve ainsi des noms d'animaux, surtout relevant du cheval, de l'ours, du loup, du sanglier, du taureau, du cerf, du bélier, parfois du castor, du corbeau et du faucon. Des qualités que s'adrépuaient de nombreux peuples, comme les terribles, les forts, les frappeurs ou les coupeurs, les grands, sinon les géants, les ardents. Il est clair que les Indo-Européens anciens ont choisi de se désigner en fonction de vertus guerrières. Le cheval est le moyen de la guerre. L'ours, le loup, le sanglier, le taureau, le bélier sont des animaux forts. Lorsque les Celtes s'autodénomment à partir du castor et du corbeau, ils appliquent des idées issues de la mythologie celtique, où les corbeaux sont des métaphores des guerriers. Et lorsque chez les Celtes, encore des peuples s'autodénomment à partir de l'ours, l'allusion royale est possible, car l'ours est la métaphore du roi. Ce symbolisme essentiellement guerrier explique aussi plusieurs des dénominations à partir des couleurs. Les rouges le sont parce que le rouge est la couleur de la seconde fonction tripartite. Les blonds parce que le dieu de la guerre chez les Germains et les Indiens est blond ou roux. Il est remarquable de noter que plusieurs peuples indo-européens ont conçu idéalement leur nation comme formée d'un nombre restreint de tribus, correspondant aux 3 fonctions découvertes par Georges Dumézil. Par exemple, Romulus divise la première population romaine en 30 curies et 3 tribus. Ses compagnons forment les Ramnes, le chef militaire étrusque Lucomone, les Luceres, et les Sabins, amenés par Tatius le Riche, les Titensies. Classification qui se retrouve aussi dans 3 grands groupes germaniques de Tacite, dans les 3 tribus doriennes, et sans doute dans la tradition scythe. La tripartition fonctionnelle indo-européenne a permis de classer et de différencier en tant qu'ensemble cohérent les composantes de la nation. La société indo-européenne était une société ritualisée qui se percevait dans le monde et dans le cosmos. Entourée de forces mystiques, les rituels permettaient de canaliser l'énergie et de basculer dans un autre cycle de l'existence et parfois même de renaître, sous une autre forme. Survolons quelques rites indo-européens. Les rites de naissance. La femme enceinte chez les indo-européens est considérée comme fragile mystiquement. Cette fragilité met en danger à la fois elle-même et sa communauté. C'est pourquoi un ensemble d'interdits lui sont imposés pendant sa grossesse. On peut citer des interdictions comme faire des travaux domestiques ou de toucher ou franchir certaines choses comme des ponts ou des clôtures, mais aussi des interdits plus improbables comme l'interdiction de toucher des objets tranchants, de coudre ou de marcher pieds nus. Ces interdits ont sans doute une signification encore plus ancienne, inconnue. L'accouchement se fait dehors dans la plupart des cas, dans un endroit à l'écart et en position à genoux. L'accouchement se fait en solitaire, mais le plus souvent, la femme est entourée de femmes jouant le rôle de sage-femme. Ensuite, le nouveau-né est généralement plongé dans l'eau froide afin de l'endurcir dès le début et de lui faire subir une épreuve pour vérifier, s'il est un garçon, sa future solidité. À Sparte, par exemple, l'eau froide était remplacée par du vin. Les plus faibles étaient éliminés, nous y reviendrons. Bien évidemment, les dieux accompagnaient cette naissance. Chez les Hittites, on joignait un devin aux femmes chargé d'aider la parturiente. Ces divinités sont généralement une triade féminine qui file le destin de l'enfant. En Grèce, par exemple, ce sont les Eletioia ou Iliti. On attribue à ces déesses les douleurs de l'accouchement, les convulsions et la mortalité infantile. Elles peuvent parfois enlever l'enfant et le remplacer par un autre issu du monde des fées. On nomme alors cet enfant un changelin en France, ou encore un marcou. On retrouve des histoires de changelins encore au XIXe siècle, preuve de la longévité indo-européenne de cette superstition, malgré des siècles de christianisation des esprits. Quant à l'infanticide, les peuples indo-européens la pratiquaient massivement. Ce sont, avec les Chinois et les Amérindiens, les peuples qui ont le plus eu recours à cette pratique. Elle avait plusieurs causes. Élimination des garçons faibles ou monstrueux. À Sparte, un enfant jugé débile était jeté. Élimination des petites filles, surtout dans une famille patrilinéaire et patrilocale. Les enfants disposaient parfois d'une chance de survie. Les mythes parlent souvent de l'enfant laissé seul dans un berceau, dérivant sur une étendue d'eau, comme une rivière ou parfois la mer. Mais des morts rapides étaient aussi infligées aux enfants, la précipitation dans un gouffre par exemple en Grèce, ou le coup de massue sur le crâne en Bretagne. La majorité. Le passage de l'âge des enfants à l'âge des adultes est fortement marqué dans les sociétés indo-européennes. 15 ans semble l'âge de l'arrivée à la vie adulte chez de nombreux peuples indo-européens comme chez les Germains, mais aussi en Inde et en Iran. 15 ans
est aussi l'âge, dans les récits médiévaux, de l'entrée d'un héros en chevalerie. Chez les Romains, à 17 ans, les jeunes adultes abandonnaient la toge prétexte pour la toge virile. À Athènes, l'âge légal de la puberté était à 16 ans. À 17 ans commençait l'éducation militaire des jeunes Spartiates et des jeunes Athéniens. Les mythes accompagnaient ces entrées dans l'âge adulte via des récits héroïques de jeunes héros, à l'image de la saga du Skald Egil. L'équivalent féminin de ces modifications de statut était le mariage. Chez les Gallois, du Moyen-Âge par exemple, une jeune fille devait se marier entre 12 et 14 ans, du même qu'à Rome et en Crète dorique. Virginité et fidélité. Prenons exemple sur la description des jeunes femmes et des jeunes hommes dans les hymnes du Rig Veda. La jeune Arienne n'est ni cloîtrée ni voilée, et la vue de son visage suscite l'admiration. L'aurore dorée de la splendeur du soleil n'est pas plus belle qu'une jeune fille. La virginité est une noblesse, et la pureté du corps est un culte. L'aurore blanche ressemble à une vierge aux formes gracieuses, jeune et souriante, aux seins éclatants, au corps resplendissant de beauté, récemment purifié par sa mère. Cette purification du corps est un hommage. L'hymne célébrant la belle nudité de la Vierge sortant du bain est empreint de respect. Pas une seule syllabe ne trahit la moindre pensée licencieuse. Les amours naissants des jeunes hommes, les premiers désirs de l'aria védique sont d'une admirable discrétion. Voir les jeunes filles, entendre leur voix est un vif plaisir. Les jeunes gens aiment la voix des jeunes filles autant que les dieux aiment les louanges des hommes. L'admirateur devient amant, puis fiancé et ensuite époux. Le désir est noblement soumis à cette initiation graduelle. Le dieu invoqué ne descend pas à la coupe des libations avec moins d'ardeur que l'amant accourt à la voix de la femme. La prière de l'aria fervent est non moins ardente que celle d'un fiancé. On plaît au dieu comme on plaît à sa bien-aimée, en se faisant aimable. Quelle force donne à la jeune fille cette soumission haletante du fiancé, ce culte amoureux dont elle est l'idole, ce stage respectueux et inquiet de l'amant. La jeune fille touchée par l'amour et qui a choisi son futur époux fait sa puissance agréable. Dieu n'est pas meilleur à l'homme qu'une femme ne l'est pour son amant. La lune est l'astre des amants. Sous ses blancs rayons naît la douce rêverie, exclusive des ardeurs animales, des avilissantes amours. Pour l'aria, le bien suprême, c'est le baiser doucement posé sur la joue, timide, l'amante ayant l'attitude de l'ami qui parle doucement à l'oreille de son bien-aimé. L'amour, après le baiser des fiançailles, est couronné, devient irrésistible et définitif. L'homme est à jamais uni à la femme. Il lui devient indispensable comme la corde est nécessaire à l'arc, et les douceurs de cette union sont égales aux joies de la mère qui tient son enfant dans ses bras. L'union de l'homme et de la femme, saintement comparée au transport de la mère heureuse, est chose touchante. La Vierge amoureuse dit son amour, elle nomme son amant. Dans un hymne, le dieu Soma se manifeste comme une femme applaudissant à un amant chéri. Amant ou fiancé, le jeune aria est admis dans la maison de la bien-aimée, et les deux familles sont déjà en agréable relation. L'épouse amoureuse qui étale en riant, au regard de son époux les trésors de sa beauté, est aussi pure que la nudité de l'aube. Le jeune époux suit sa jeune épouse comme le soleil suit la divine et brillante aurore, c'est-à-dire inévitablement. Aussi, de quel soin la femme entoure son corps glorieux. Apala s'est purifié 3 fois, ô Indra, et tu lui as donné une peau plus brillante que le soleil. Venons-en donc au mariage, dont il faut retenir quelques points. Le mariage est une alliance entre familles, donc il était précédé d'une phase de négociation, au cours duquel on fixait notamment la dot de la famille et de la femme au nouveau couple. Dans l'état le plus archaïque des sources disponibles, la virginité semble ne pas avoir été exigée de la jeune fille. D'ailleurs, dans plusieurs sociétés de l'Europe ancienne, jeunes gens et jeunes femmes se livraient à des jeux, à des fêtes comprenant un aspect sexuel. Par exemple, lors des rituels de moisson, ou, à Athènes, lors des fêtes d'initiation des jeunes filles. Il y avait un temps préférentiel pour les mariages. C'était l'hiver à Athènes, où les mariages ont même donné leur nom au mois de Gamélion. C'était en été à Sparte, ou en Irlande ancienne. Dans l'Inde, c'était en lien avec les mouvements de la lune. Passons au rite de mariage, fort diversifié mais dont beaucoup se retrouvent dans tout ou partie du monde indo-européen. Ces rites doivent répondre à une quintuple intention. D'abord, il s'agit d'arracher la jeune fille à sa famille originelle. Ensuite, il s'agit de marquer le passage d'une demeure à l'autre. Puis, d'intégrer la jeune fille à sa nouvelle famille, et protéger les époux de la famille, et enfin assurer la fécondité du futur couple.
Dans la première intention, celle d'arracher la jeune fille à sa famille originelle, on retrouve des simulacres d'enlèvement de la jeune épouse par le jeune époux, notamment chez les Ossètes, étudiés par Dumézil. Il y a aussi l'épreuve à imposer au jeune homme de reconnaître sa fiancée au milieu du groupe des amis de celle-ci, toutes de dos ou camouflées. Cette pratique est attestée dans les Vosges et le Berry, en Sardaigne et en Russie. Dans la deuxième des intentions distinguées, un événement à peu près général est la procession nuptiale de la demeure familiale à la demeure matrimoniale. La procession nuptiale se faisait en char dans l'Inde ancienne, ce dont il y a aussi attestation en Grèce. Dans ce pays et à Rome, la jeune femme est voilée. En baie aussi, à son arrivée, on brûlait une roue de char, manière de signifier que ce voyage-ci était sans retour. Dans la troisième intention, on insiste sur le dévoilement de la fiancée, sur le passage du seuil de la nouvelle maison. Elle ne doit d'ailleurs pas la toucher dans l'Inde védique, à Rome et dans certaines tribus albanaises. Un autre rite extrêmement répandu consiste à lui faire le tour du foyer, souvent 3 fois, ou bien celui d'un autre élément de la maison, de manière à sanctifier l'intégration de cette personne nouvelle dans la communauté familiale du mari. Cela est parfois accompagné d'un sacrifice en l'honneur des dieux protecteurs de la maison, car la mariée aura désormais à charge de les honorer. Dans la quatrième intention, plusieurs rites prénuptiaux ou post-nuptiaux sont courants. Un rite fréquent est le bain prénuptial en Inde et en Grèce, ou post-nuptial chez les Slaves. On raconte que les Dardaniens, en Asie mineure, se baignaient 3 fois dans leur vie, à la naissance, au mariage et au décès. On dit qu'à Argos, pour tromper les démons ou esprits dangereux, la nouvelle épouse était déguisée en homme et pourvue d'une barbe, tandis qu'à Sparte, elle était tondue et habillée en homme. Beaucoup plus tard, chez les Russes blancs, c'est le nouveau marié qui était tondu. Souvent, en Grèce, chez les Slaves et en Europe occidentale, les mariés changeaient de vêtements pour l'occasion. En Inde, les nouveaux époux dormaient près d'un feu nuptial qu'ils devaient entretenir nuit et jour. À Rome, la circumambulation nuptiale se faisait autour de l'autel familial et non autour du foyer. Il y avait aussi un garçon qui portait une torche et de l'eau pure. Dans les deux cultures, on apportait du feu de la maison de la fiancée à celle de l'époux. Le rôle du feu et de l'eau se retrouve ailleurs. En Lituanie, après que la mariée avait tourné autour du foyer, on lui lavait les pieds et on aspergeait les invités. Chez les Germains, la mariée faisait la même circumambulation après être montée sur un récipient rempli d'eau. Dans le mariage athénien, la procession nuptiale était précédée de porteurs de torches. Chez les Slaves, le mariage était accompagné de danses, où l'on passait à travers le feu et où l'on marchait dessus. Enfin, dans le cinquième objectif des rites de mariage, on remet à la jeune femme, ou on couvre le couple, de symboles de fécondité. À Athènes, une loi de Solon obligeait la jeune mariée à manger du coin, avant de s'enfermer avec son époux. À Rome, lorsque la jeune épouse arrivait au seuil, on couvrait d'huile les montants de la porte, on les ornait de laine, et le nouveau marié jetait des noix aux enfants. Le gâteau nuptial, appelé phare, était à base d'épeautre, d'huile et de miel. En Inde, les nouveaux époux jetaient des céréales dans le feu en tournant autour du foyer. Chez les Slaves, la jeune épousée était couronnée, on lui donnait une pomme, un coq et une poule, du pain et du miel et on jetait sur elle des grains de céréales. Elle était ensuite assise sur une peau de bête, rite d'ailleurs également attesté dans les mariages romains et grecs. Et enfin, un gâteau était partagé entre les époux. En Albanie, le portail de la demeure était enduit de miel, et des symboles de fécondité comme le riz, les pommes et les pièces de monnaie étaient utilisés. Dans l'Inde ancienne, le bain de la fiancée incluait les meilleurs fruits, plantes et parfums disponibles, et pour encourager la naissance d'un enfant mâle, un garçon de bonne naissance était placé de chaque côté de la mariée pendant les rites. Le gâteau nuptial est aussi attesté en Grèce, à Sparte et à Argos, et le festin de noces est commun à la plupart des peuples. L'accompagnement par de jeunes garçons ayant leurs 2 parents vivants, image de ce qu'on souhaitait au nouveau couple, est attesté à Athènes et à Rome. Des rites phalliques sont également présents chez de nombreux peuples. Les nouveaux époux romains et crétois dormaient avec un bâton en forme phallique, dédié à Mutunus Tutunus, divinité du mariage associée à Priape chez les premiers, et Leucippos, cheval blanc, chez les seconds. Les chroniqueurs mentionnent des objets similaires chez les anciens Slaves. Chez les Lituaniens païens, le jeune homme qui conduisait l'épousée sacrifiait au dieu Pisius, du mot pisti, faire l'amour. En Inde, pendant les 3 jours de chasteté demandés aux nouveaux époux, un bâton était placé entre eux, et divers textes expliquent que lorsqu'une femme se marie, les dieux Soma, Gandharva et Ani l'ont possédée avant son époux. Un parallèle christianisé de ce rite existait en Bretagne, où les 4 premières nuits du mariage appartenaient respectivement au bon Dieu, à Saint Joseph, au saint patron de la localité, et enfin à l'époux. Les anciens germains unifiaient ces concepts. Ils vénéraient Freyr, ou Fricot, dieu de la fécondité et du mariage, doté d'un gigantesque phallus, et pratiquaient des rites de magie fécondante avec un phallus de cheval, comme décrit dans la Volsatate. De plus, le mariage était une occasion de prophétie et d'auspices favorables, à Rome, en Lituanie et dans l'Inde védique. Les dieux participaient également au mariage. Invités au banquet de noces, ils jouaient un rôle actif.
Saint Augustin critiquait les Romains païens pour avoir invoqué des divinités spécifiques. Verginiensis pour dénouer la ceinture de l'épousée, Subigus pour qu'elle se soumette à son mari, Préma pour l'empêcher de se débattre et Pertunda pour ce qui suivait. D'après les Upanishads, des divinités védiques collaboraient pour la conception, étant liées à la fécondité, la création et le passage. Après la vie vient la mort. Étudions le rapport à la mort des sociétés indo-européennes, rapport très étudié par les spécialistes. Les tombes sont sans doute les traces archéologiques les plus documentées. Leur conservation, les corps et les objets retrouvés ont permis de comprendre comment fonctionnaient les sociétés indo-européennes dans leur rapport à la mort. La grande majorité des sociétés indo-européennes pratiquaient l'inhumation et l'incinération. L'inhumation semble plus ancienne et remonterait à des époques bien avant la civilisation des Kourganes, apparentée aux proto-indo-européens. Quant à l'incinération, elle semble apparaître aux alentours du 2e millénaire. Les rites d'inhumation varient selon les lieux et le temps, mais ils répondent tous à la même finalité, assurer aux défunts l'accès à l'autre monde. Tout commence bien évidemment par le décès. Le mort est d'abord exposé. Ses plus proches parents le couchent sur un lit. On retrouve cette façon de faire chez les anciens Grecs, chez les Latins, les Scythes, les Thraces, les Slaves et les Baltes. On le lave, on le rase, on lui met des vêtements propres et neufs. Les rites commencent alors. Plaintes, gémissements et chants funèbres sont attestés en Grèce, comme dans l'Iliade avec les funérailles d'Hector et de Patroclos, mais aussi en Inde, chez les Hittites, les Thraces, les Latins, les Germains, les Celtes et les Scythes. On fait appel aussi à des pleureuses, cheveux défaits, qui parfois se lacèrent le visage, s'arrachent les cheveux et se frappent le corps. Ces gestes accompagnent aussi bien le moment où le corps est exposé que le cortège funéraire, et parfois après l'enterrement. Le corps peut être exposé d'un jour en Grèce à 40 chez les Scythes, d'après Hérodote, donc à prendre avec des pincettes. Le corps est ensuite porté à la nécropole, à l'écart de la civilisation, comme nos cimetières dans nos villages le sont encore. Petit aparté, preuve que les Indo-Européens ne descendent pas directement de la civilisation de la vieille Europe, cette dernière enterrait les corps sous les maisons. On ne retrouve pas de traces de cette coutume dans les sociétés indo-européennes anciennes. Elle demeure cependant dans les Balkans, à titre de survivance. La procession funéraire est un acte spectaculaire et essentiel. Elle se fait à pied, en char ou en traîneau chez certains Slaves par exemple. Chez plusieurs peuples, il s'agit de faire, pendant la procession, le plus de bruit possible. On chante chez les Slaves jusqu'au XVIe siècle de notre ère. Les Anglo-Saxons, quant à eux, hurlaient. Et chez les Hittites, ce moment était accompagné de musique. L'incinération arrive chez les peuples indo-européens vers le XIIIe siècle avant notre ère, à une époque où les peuples étaient déjà différenciés. Une fois à la nécropole, le corps est mis sur un lit, souvent dans un linceul ou dans un cercueil. Le mort reçoit des offrandes, des armes si c'est un guerrier, une lampe car le chemin des morts est ténébreux, de la nourriture, des animaux comme des chevaux et parfois des êtres humains. On arrosait enfin la tombe de vin ou de bière. La religion indo-européenne est d'une richesse conceptuelle d'une ampleur considérable et déborde de son domaine propre. Le nom du dieu ciel est le seul qui soit commun à tous les indo-européens anciens. Il est aussi père avec un grand P. Son nom est Zeus Pater, Dios Pater ou Diopita. On ne peut cependant pas reconstituer une théologie commune en se basant uniquement sur cette figure qui donnera des dieux aux différences considérables, comme entre Zeus et Jupiter méditerranéens et leur équivalent védique, ou Dio ou Tyr en Scandinavie. À côté de ce ciel père, on a identifié des entités personnifiées comme le soleil. L'astre joue en effet un rôle fondamental dans la société indo-européenne et on le retrouve dans de nombreuses civilisations en Europe. C'est à la fois le nom de l'astre et du dieu apparenté, lequel n'a jamais été un dieu d'une grande importance dans la hiérarchie céleste, mais qui revêt tout de même d'une importance symbolique considérable. Il est chanté, loué dans des poèmes, et son cycle annuel est à la base de l'éorthologie indo-européenne. Les lieux saints sont orientés vers l'astre, en Grèce, en Inde, chez les Germains et les Celtes. Son nom entre dans plusieurs anthroponymes anciens, et le char du soleil était un théologème attesté en Inde, en Grèce et chez de nombreux peuples indo-européens. De nombreux dieux sont dits resplendissants comme le soleil ou sont associés à sa divine lumière. C'est le cas bien sûr d'Apollon, et de Zeus, d'Odin, d'Heimdall, de Freyr, de Baldur, de Lugh, d'Indra. Le soleil est féminin dans le nord, masculin dans le sud, mais tout laisse à penser qu'historiquement le soleil était bien féminin et la lune masculine. Quant à la lune, elle joue aussi un rôle dans le symbolisme des Indo-Européens, ainsi que l'aurore. Je vous renvoie d'ailleurs à un magnifique passage sur l'aurore dans le Rig Veda, livre 1, hymne 113. La mythologie de l'aurore est plus précise. Elle est dite sœur de la nuit à Rome, ennemie des ténèbres qu'elle chasse, mère universelle, et élève le soleil, fils de la nuit. On peut aussi insister sur les divinités liées à la foudre ou à l'orage. Concernant le feu, il y a bien évidemment énormément de choses à dire dans la tradition indo-européenne.
Je n'ai pas le temps de développer spécifiquement cette partie, je vous renvoie donc à l'ouvrage Le feu dans la tradition indo-européenne de Jean Audry, aux éditions Milano-Arché. Du côté des sacerdoces, de vastes catégories de prêtres comme les brahmanes en Inde, les mages iraniens, les druides celtiques laissent planer l'idée d'une organisation indo-européenne ancienne. Quant aux rituels, on remarque des ressemblances, mais la pertinence de la comparaison s'estompe dans un ensemble toujours plus vaste de rapprochements extra-indo-européens. Tout ce que je viens de dire aurait été encore d'actualité sans les travaux de Georges Dumézil sur la trifonctionnalité. Ces travaux ont révolutionné la recherche indo-européenne. Reprenons. En 1934, Dumézil voyage dans le Caucase, découvre la très riche culture des Ossètes. Ces derniers se disent descendants des Scythes, parlent d'un peuple légendaire, les Nartes, qui réunit leurs héros mythologiques et qui est divisé en 3 grandes familles. Les Boratae, riches par le bétail, les Alagatae, forts par l'intelligence, et la dernière famille, dont voici le mot imprononçable, vaillants et forts par les hommes. Dumézil remarque que cette répartition rappelait la société indienne et ses castes, ou Varna. Il était dès lors intéressant de rapprocher ces 3 familles Nartes et les 3 castes indiennes afin de voir les traces d'une société antique indo-iranienne. Le texte le plus ancien de l'Inde est le Rig Veda, somme d'hymnes religieux dont la composition peut remonter à la première moitié du 2e millénaire. Le Rig Veda ignore les castes, mais on retrouve mentionnés 3 principes qui seront ultérieurement des noyaux conceptuels des 3 premières castes, les brahmanes, les kshatriyas et les vaishyas. S'ajoutent à cela les soudras, mais au départ il n'y avait bien que 3 castes. Cette série triple se retrouve aussi en Iran. En 1938, Dumézil lie les 3 principes abstraits du Rig Veda aux castes d'un côté, c'est-à-dire aux fonctions sociales de la prêtrise, de la guerre et de l'agriculture, et aux divinités d'un autre côté, c'est-à-dire respectivement à Mitra, Varuna et Indra. La plus ancienne Rome offre un parallèle rigoureux à travers Jupiter, Mars et Quirinus, antérieur à la triade capitoline. Les 3 fonctions indo-européennes étaient découvertes, car désormais la distinction entre les 3 fonctions sociales n'était plus restreinte au monde indo-iranien. Ce travail continua pendant les années 40 et 50. Dumézil découvrit que cette trifonctionnalité était, dans son principe même, classificatoire, c'est-à-dire taxinomique, théorique, intellectuelle et non sociale. La question n'est évidemment pas simple et on y reviendra peut-être lors d'une prochaine conférence. Il n'y a pas de véritable cosmogonie commune indo-européenne, ou alors celle-ci a été perdue il y a bien longtemps. En revanche, il existe bien une théogonie, parfois projetée en ethnogonie. Si l'on se concentre sur la cosmologie, le monde indo-européen est constitué comme suit. La Terre est plate, ronde, entourée d'un vaste cours d'eau où aboutissent toutes les rivières de la Terre. Chez les Grecs, c'est l'Océanos, Vorukasa chez les Iraniens. Au-dessus, le ciel est solide, constitué de métal ou de pierre. Ce ciel est soutenu par un arbre de vie, un arbre cosmique que les Scandinaves nomment Yggdrasil et les Saxons Irminsul. Il évolua parfois en une colonne, une montagne ou un géant colossal, comme Atlas en Grèce, ce qui peut être dû à une influence extérieure, sans doute proche-orientale. Le soleil parcourt la voûte céleste dans un char ou dans une barque sur l'océan périphérique. Symétriquement au ciel, Grecs et Scandinaves évoquent un gouffre colossal, Tartaros et Ginnungagap. Quant à la cosmogonie, comme évoqué il y a quelques instants, il n'y a pas de modèle commun, mais des récurrences. Pour prendre seulement un exemple parmi tant d'autres, Indiens, Iraniens, Scandinaves et Grecs ont en commun le motif de l'homme avec un grand H, primordial, gigantesque. On peut citer Purusha, Gaiomar, Ymir ou Ouranos, dont les différentes parties forment les endroits du monde. Cela renvoie à un mythe commun, mais on pense aussi que les proto-indo-européens possédaient plusieurs modèles cosmogoniques possibles, variant autour de quelques axes majeurs, dont un couple primordial composé d'un homme, ancêtre de l'humanité, et de son jumeau, tué pour que le monde advienne. Autant les grands mythes cosmogoniques sont divergents, autant les mythes ethnogoniques se ressemblent. Un mythe ethnogonique fait référence à un récit mythologique ou symbolique qui explique les origines d'un peuple, d'une ethnie ou d'une nation. On parle aussi d'ethnogénèse pour qualifier l'histoire d'un peuple, mais d'une façon plus anthropologique, donc plus scientifique. Les mythes scandinaves, romains et indiens offrent une vision convergente de la structuration sociale à travers des conflits symboliques, souvent entre 3 fonctions sociales, la souveraineté, la guerre et la fertilité-prospérité. En Scandinavie, la première guerre du monde oppose les As, dieux de la souveraineté et de la guerre, Tyr, Odin et Thor, aux Vannes, dieux de la fertilité, représentés par Freyr, Freya et Njord. Après un long conflit, un traité est signé, et certains Vannes rejoignent les As, symbolisant l'intégration de la 3e fonction. De même, la légende romaine relate la guerre entre Romulus et les Sabins, qui se termine par une paix après le rapt des Sabines et l'intervention divine de Jupiter. Les Sabins s'intègrent alors aux Romains, apportant leur dieu associé à la prospérité et à la fertilité.
En Inde, bien que le récit soit moins cohérent, un mythe montre les Nasatya, liés à la fertilité, exclus par les dieux menés par Indra. Cependant, un être gigantesque nommé Mada menace les dieux, forçant Indra à accepter les Nasatya parmi eux. Ces récits témoignent d'un processus commun d'intégration de la fonction sociale de la fertilité et de prospérité dans l'ordre établi par la souveraineté et la guerre. Tous ces mythes que nous venons d'évoquer montrent un motif récurrent, la nécessité de concilier les fonctions sociales au sein de la société, souvent symbolisée par un conflit mythologique initial. Évoquons maintenant l'eschatologie, en commençant par l'eschatologie individuelle. Cette dernière met en lumière la diffusion de l'incinération dès la fin du 2e millénaire avant Jésus-Christ, marquant un clivage entre les morts rendus à la terre et ceux envoyés au ciel. Ces deux conceptions coexistent au fil du temps dans différentes cultures, sans pour autant indiquer un écart intellectuel significatif. Par exemple, dans notre culture contemporaine, l'incinération progresse, sans provoquer de bouleversements théologiques ou idéologiques. De plus, le feu joue un rôle ambigu dans les conceptions eschatologiques anciennes. En Inde, le feu conduit au ciel, tandis que chez les Grecs homériques, il est associé aux enfers. De même, l'enfer froid des Celtes et de Hel contient aussi des éléments de feu, montrant que ces oppositions rituelles n'impliquent pas une différence fondamentale dans la pensée humaine. Au cours du premier millénaire, de nombreux peuples indo-européens, tels que les Grecs, les Italiques, les Celtes, les Indiens, les Germains et plusieurs autres peuples iraniens, ont généralisé la pratique de l'incinération. Cette coutume visait à envoyer l'esprit du défunt vers les dieux, tout comme la technique iranienne et celtique d'exposer les cadavres pour qu'ils soient dévorés par des oiseaux, une pratique d'ailleurs adoptée par le mazdéisme. Ces méthodes sont relativement nouvelles car les sociétés néolithiques pratiquaient rarement l'incinération. Malgré leur pratique de l'incinération, les Grecs archaïques et classiques croyaient que les âmes des morts allaient dans l'Hadès souterrain. De même, les Germains, qui ont commencé à incinérer vers 1200 à 900 avant Jésus-Christ, n'y voyaient pas de contradiction avec l'idée que certains morts rejoignaient Hel, le monde souterrain. Souvent, différentes techniques funéraires, telles que l'inhumation, l'incinération et l'exposition des corps, coexistaient pendant des siècles, comme en Iran, en Inde, chez les Scythes, Celtes et Grecs, sans qu'une méthode ne s'impose définitivement sur l'autre. Il est probable que les proto-indo-européens n'avaient pas une doctrine eschatologique fixe, mais plutôt une conception nuancée, similaire à celle des Scandinaves. Par exemple, selon les textes, les Scandinaves attribuaient la moitié des guerriers tués à Odin et l'autre à Freya, ou encore les nobles à Odin, les non-nobles à Thor, et les femmes à Freya. De même, les Grecs envisageaient des destinations post-mortem variées, comme les îles des bienheureux pour certains héros, et l'Hadès souterrain pour la majorité des hommes et des femmes. Les Celtes partageaient également cette double vision, avec un enfer glacé souterrain et un pays transmarin appelé pays des vivants ou pays de lumière. En Iran mazdéen, cette distinction s'est durcie en fonction de critères moraux, séparant les défunts entre ceux qui rejoignent Ahura Mazda, au ciel, et ceux qui vont en enfer, chez Ahriman. L'idée d'un choix après la mort apparaît aussi dans diverses traditions, comme en Grèce avec la distinction entre la source d'oubli et celle de mémoire, ou encore en Inde avec les chemins des ancêtres et des dieux. Ce choix, souvent attribué aux dieux, semble correspondre à une sélection des héros de la tribu, une notion perceptible dans les cultures grecques, celtiques et germaniques. Passons maintenant à l'eschatologie collective. Dans l'eschatologie collective, au moins 2 peuples indo-européens ont consolidé d'une fin du monde suivie d'une résurrection, les Nordiques et les Iraniens. Dans la mythologie nordique, le meurtre de Bald, fils d'Odin par l'aveugle Od, sous l'influence de Loki, symbolise la tristesse et la dureté du monde actuel. Le fragile équilibre persiste tant que les géants, ennemis de l'ordre, restent inactifs et que Loki est enchaîné sous terre. Cependant, la fin des temps approche. Lorsque les forces du mal, menées par Loki et ses enfants, se libèrent, elles attaquent Asgard et Midgard. Tous les dieux, y compris Odin et Thor, sont tués. Heimdall et Loki s'entretuent, tandis que Surt, le démon du feu, embrase le monde, provoquant l'obscurcissement du soleil, la chute des étoiles et l'engloutissement de la terre sous les flots. Cependant, Vidar, fils d'Odin, parvient à vaincre le loup qui avait dévoré son père, permettant ainsi un renouveau. La terre ressurgira de la mer, les fils des dieux morts retrouveront Asgard, et Bald, ressuscité, se réconciliera avec Od. Ce renouveau inaugurera une ère de justice, où les hommes vivront sans effort, bénéficiant de moissons abondantes, sans besoin de semailles. Concernant les Iraniens, le long processus théologique de la réforme zoroastrienne a consisté en grande partie à radicaliser l'opposition entre le bien et le mal, une dualité qui n'était pas propre aux Iraniens. Le bien, incarné par Ahura Mazda et ses alliés archangéliques, s'oppose au mal, représenté par les démons, dirigés par Andra Mainyu. Ce combat, qui reste longtemps incertain, aboutira un jour à la victoire des forces du bien, entraînant un renouveau de l'univers et l'immortalité pour l'éternité.
Cependant, ce parallélisme entre les conceptions eschatologiques iraniennes et germaniques n'implique pas nécessairement une origine commune. Chaque peuple, confronté à ses propres conditions sociales, économiques et politiques, peut développer une vision pessimiste du monde actuel et imaginer une rédemption cataclysmique finale, comme Hésiode en Grèce. De plus, il est possible que les Iraniens aient influencé les Germains, notamment à l'époque où les Scythes dominaient une grande partie de l'Europe orientale. Un exemple de cette influence se retrouve dans le personnage de Loki, dont l'équivalent exact se trouve chez les Ossètes avec le héros Sirdon. Les méfaits de Sirdon sont analogues à ceux de Loki, suggérant des contacts culturels entre les peuples du bronze récent ou de l'âge de fer, plutôt qu'une origine indo-européenne commune. Certains chercheurs ont conclu à une influence iranienne sur l'eschatologie germanique. Cependant, il est important de noter que bien que les Scythes aient parlé une langue iranienne et pratiqué une religion apparentée, ils n'ont pas subi d'influence masdéenne. De plus, il a été démontré que la doctrine eschatologique zoroastrienne est en réalité pré-zoroastrienne, déjà présente dans la tradition indo-iranienne. Les concepts fondamentaux du zoroastrisme ont des équivalents dans les Védas indiens, bien que sans la dimension dramatique de leur conflit. Il est aujourd'hui reconnu que le zoroastrisme représente l'aboutissement d'une évolution théologique qui a commencé des siècles auparavant, avec des traces visibles dans la plus ancienne Inde, comme l'ont montré des chercheurs tels que Bernard Geiger en 1916 et Geo Windengren en 1968. Contrairement au védisme et au brahmanisme qui proposent une voie de salut pour chaque créature, rendant inutile toute notion de crise universelle finale, Stig Vikander a découvert en 1947 une eschatologie archaïque indienne. Cette eschatologie est illustrée par l'épopée du Mahabharata, qui raconte le conflit entre les Kauravas et les Pandavas. Ce conflit, résolu par une grande bataille à Kurukshetra, voit les Pandavas, fils de dieu représentant les trois fonctions indo-européennes, triompher des Kauravas, incarnation des démons. Ce récit, loin d'être une simple analogie, est la transposition littéraire d'un mythe indien perdu, révélant un arrière-plan polythéiste que l'on peut aussi percevoir dans le zoroastrisme. Ce mythe, tout en conservant des éléments de la plus ancienne mythologie indo-européenne, présente des similitudes frappantes avec les textes anciens scandinaves. Stephen O'Brien, suivant les travaux de Vikander et Georges Dumézil, a démontré que la seconde bataille de Mac Tured, dans la tradition irlandaise, bien que située dans un passé lointain, est en réalité une transposition d'une bataille eschatologique comparable à celle de Kurukshetra dans le Mahabharata, ou encore aux batailles du Ragnarok en Scandinavie. Ces récits suivent une structure récurrente. Un affrontement apocalyptique opposant les forces du bien et du mal, une destruction quasi totale des deux camps, une survie fragile, comme celle par exemple du descendant d'Arjuna dans le Mahabharata, et enfin l'émergence ou la renaissance d'une nouvelle génération. Ainsi, on peut conclure qu'il existait une riche eschatologie indo-européenne, impliquant un affrontement final entre le bien et le mal, suivi d'une résurrection tant sur le plan cosmique qu'individuel. Cette tradition ancienne, bien que souvent évacuée dans les milieux brahmaniques, a été préservée dans la littérature par des poètes et érudits analogues aux skalds germaniques ou aux Filides irlandais. Ces derniers ont transposé ces mythes en récits littéraires durables. Souvenez-vous, dans mon introduction, j'ai voulu répondre à 3 grandes questions. D'où venaient les Indo-Européens? Qui étaient-ils? Qu'ont-ils laissé comme traces matérielles et immatérielles? À travers ces longues conférences, je n'ai certes pas apporté de réponse définitive à ces 3 questions, mais j'ai du moins esquissé un commencement complexe qui j'espère vous donnera l'envie de poursuivre la réflexion. Quant aux Indo-Européens, que sont-ils devenus? Ils sont en vérité une part indissociable de notre identité européenne. Ils vivent encore à travers nous, descendants de ce vaste héritage. Cet héritage persiste aussi à travers les langues modernes, l'apport génétique qu'ils ont légué aux populations actuelles, leurs mythes et traditions culturelles imprégnent encore un fond commun aux sociétés d'aujourd'hui. Mais plus que cela, c'est une certaine vision du monde, une manière singulière d'appréhender l'existence, qui continue de se transmettre, témoignage vivace du passage de ces lointains ancêtres sur les vastes étendues de notre longue mémoire. Il nous incombe de prolonger cet héritage, non pas en ressuscitant un folklore révolu, ni en tentant un retour en arrière, mais en embrassant cette volonté de puissance qui anime l'esprit européen depuis des siècles, le dépassement de soi, l'esprit de conquête, et un être au monde unique, empreint d'une aspiration à comprendre notre place dans le cosmos. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la à tous vos amis, à tous vos cercles, que ce soit politique ou même culturel, c'est très important pour nous faire connaître. Rejoignez le Cercle Occident sur Discord et sur Internet, tapez le Cercle Occident sur Google. Soutenez-nous sur Tipeee si vous en avez les moyens, et n'oubliez pas de penser et de vivre européen. À la prochaine.